Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Avec la rentrée, c'est aussi l'ouverture de la saison de la chasse, qui s'étale du 14 septembre au 28 février. Un sujet qui fait débat. On est face aux représentants à côté de moi d'un lobby de la chasse qui tue en France chaque année pas le droit de dire 20 ça. à 30 Vous n'avez pas le droit millions de dire d'animaux pour s'amuser. Et j'ai l'habitude de ce genre d'arguments. C'est des arguments de gens qui ne connaissent pas la chasse. Vous nous connaissez, on aime bien aller gratter ce genre de sujet. Alors aujourd'hui, on vous embarque avec nous pour une balade en forêt. Allez, on attaque. Trop souvent, le débat autour de la chasse est abordé de façon caricaturale, ce qui n'aide pas à y voir plus clair. 16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Alors, pour commencer, voyons plus précisément de quoi on parle. Première chose à avoir en tête. La France est historiquement le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de chasseurs. Plus de 2 millions à la Libération, ils sont encore autour de 960 000 aujourd'hui. La Fédération de chasse de l'Isère compte encore plus de 15 000 chasseurs, figurant dans le top 15 du pays. Une communauté qui ne vient pas de nulle part. Mais cette histoire-là déroule de la Révolution française. C'est une pratique qui a 250 ans, où la chasse n'est plus réservée aux seigneurs. La chasse populaire s'organise en proximité, autour des associations communales de chasse agréées, les ACCA. L'Isère en dénombre plus de 500. Ces associations ont un rôle important, non seulement dans la formation et l'encadrement, mais aussi en matière de préservation et d'entretien des habitats naturels, en interface étroite avec les pouvoirs publics. Elles sont soumises à des réglementations qui régulent la pratique, notamment le schéma départemental de gestion cynégétique, un document de près de 200 pages qui couvre aussi bien les questions de sécurité que celles de gestion et conservation des habitats naturels ou encore la cohabitation entre usagers de la nature. Le lien avec le monde agricole est au cœur de ces questions, parce qu'on l'oublie souvent, mais les animaux sauvages sont parfois responsables d'importants dégâts dans les champs, surtout lorsque leur population n'est pas maîtrisée. Ici, le champion toute catégorie reste le sanglier, responsable de 85% des dégâts, et certaines pratiques comme l'agrainage, apporter des aliments aux animaux en forêt, font débat. Certains chasseurs soutiennent qu'elles fixent les troupeaux loin des zones agricoles, quand les agriculteurs de la Confédération paysanne pointent au contraire le risque d'amplifier la prolifération de l'animal et donc les dégâts qu'il cause. Des sangliers qui prolifèrent effectivement, ça tout le monde en convient, et des dégâts dont les coûts ont plus que triplé en 20 ans dans notre département. Coûts très largement supportés par les associations de chasseurs. On verra plus loin que cette explosion des coûts a son importance. Mais avant ça, on vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et bien sûr à mettre un pouce bleu. C'est important pour soutenir notre travail sur YouTube. Dès qu'on se penche sur les questions écologiques, au sens préservation des équilibres du vivant, le débat est bien plus complexe que pro ou anti-chasse. Le vrai sujet, c'est la chasse, par qui et pour qui. Car cet univers est soumis à une double pression, qui tend à y fragiliser la place des classes populaires. D'un côté, on l'a vu, une augmentation des coûts qui vient impacter les ACCA et donc, au bout du compte, leurs adhérents chasseurs. De l'autre, l'essor des chasses privées, véritable retour de la féodalité, où les plus riches s'accaparent terres et gibiers. Extrait. On peut prendre la mesure de l'intensité du conflit interne au monde de la chasse quand on entend parler une figure comme Raymond Louis, qui est lui-même chasseur, mais qui lutte contre les grands enclos de chasse érigés par certains propriétaires autour de leur domaine. Vous voyez tous ces grands enclos là, tous ces grillages très hauts, c'est fait dans un seul but, conserver le maximum d'animaux chez eux, que rien ne leur échappe les jours de chasse. Pour moi, c'est pas de la chasse, c'est du ball-trap sur cible vivante. Si l'Isère semble moins touchée que la Sologne par exemple, on y dénombre tout de même plus de 450 chasses privées, presque autant que le nombre d'ACCA. Près de la moitié de ces chasses ne sont même pas adhérentes à la fédération départementale. On peut ainsi réserver sa chasse à la journée, en montagne, pour tirer un mouflon à 4 262 €, un cerf à 3 000 € ou un chamois à 2 200 €. Pas des activités accessibles aux prolos du coin en somme. On a effectivement, mais oui, mais monsieur, mais oui, mais c'est privé. La nature, elle n'est pas publique.
c'est privé. Pour aller plus loin, le sociologue Benoît Coquart a suivi des communautés de chasseurs du Grand Est en 2009-2010 et 2021-2022. Et il documente dans son étude ce phénomène d'assujettissement des chasses aux grands notables, entraînant l'exclusion à bas bruit des milieux populaires, renvoyés à la périphérie de ce nouveau monde centré autour de ceux qui ont de l'argent. En résumé, on voit qu'il y a bien un vrai débat à mener autour de la place de la chasse en France, loin des caricatures qu'on entend à longueur d'antenne. Des caricatures qui permettent à la droite et aux grands propriétaires de rallier derrière eux la grande masse des chasseurs populaires, alors qu'ils défendent objectivement des intérêts en contradiction avec ceux des chasseurs ouvriers et paysans, ceux-là même qui sont les plus proches de la nature. Un peu comme ce qu'on voit chez nos agriculteurs en somme. On espère que cet épisode vous aura plu. On vous invite bien sûr à poursuivre les échanges en commentaire, on se fera un plaisir de vous lire. Et que vous soyez chasseur ou randonneur, à très bientôt dans nos belles forêts.